Voyage en récit, Bernard Rogel. Geoffroy Scrive. Amiral Bernard Rogel, c'est un honneur de vous accueillir pour cette émission de Voyage en récit. Vous avez été chef d'état-major de la marine de 2011 à 2016, puis chef d'état-major particulier donc de la présidence de la République de 2016 à 2020, et vous êtes parti donc en retraite au 1er août de cette année 2020. Et nous nous retrouvons pour parler de ce livre qui vient d'être publié aux éditions Taillandier, intitulé Amiral Bernard Rogel, un marin à l'Élysée, des sous-marins nucléaires au bureau du président. Pour lancer cette conversation avec vous, Amiral, j'ai noté dès le début de cet ouvrage que vous attachiez une importance à la lecture, parce que notamment vous citez Apollinaire au début de cet ouvrage. Je voulais savoir si cet attachement à la lecture vous a suivi tout au long de votre carrière, si vous avez pu, dans toute cette carrière au sein des forces marines, notamment sous-marines et au sein de la présidence, trouver le temps encore pour continuer à lire, et notamment de la poésie. Oui, bien sûr. En citant Baudelaire dès le départ de mon livre, je voulais faire un clin d'œil à un poète un peu torturé, mais que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi chez moi la collection complète de Victor Hugo que je relis toujours avec beaucoup d'intérêt. Non, je crois que la lecture fait partie de mon voyage, de cette traversée que j'ai voulu conter dans ce livre. C'est aussi la lecture qui m'a attiré vers ce métier de marin, entre autres, mais par le récit des voyageurs, par la beauté du verbe, et pas seulement la beauté des paysages. Donc c'est quelque chose qui est resté très présent hier et aujourd'hui, probablement demain. Alors justement, quand vous écrivez « Engagé pour servir mon pays », donc là on remonte à vos débuts dans la marine, engagé à l'école navale, « c'est finalement mon pays qui m'aura beaucoup donné. J'ai quitté le métier des armes grandi, pas parce que j'ai accumulé les étoiles et les distinctions, mais parce que je me suis toujours humblement mis au service de nos compatriotes. Cet engagement de tous les instants peut paraître désuet à certains. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ne réfléchissent plus que par le prisme des droits qu'ils peuvent exiger de l'État, et non plus par les devoirs que leur impose la nation. L'individualité tend à primer sur l'intérêt collectif. En mer, une telle attitude est mortelle. Tous les marins connaissent la force de la solidarité, surtout quand gronde la tempête. » Moi, ça m'a fait penser, quand vous parlez de ce prisme des droits, eh bien, au tout début de cet ouvrage, non pas poétique mais philosophique de Simone Weil, L'enracinement, ou prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain, où elle écrit « La notion d'obligation prime celle de droit, qui lui est subordonnée et relative. Un droit n'est pas efficace par lui-même, mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond. » Oui, mais je crois que c'est cette phrase que j'ai voulu mettre dans mon livre résume un peu ma vie et la vie de tout militaire, c'est-à-dire de considérer que la nation prime sur l'individualisme, et c'est ce qui conduit certaines personnes à choisir le métier des armes pour se mettre au service de la communauté. Et je crois que ce service de la communauté, qui se décline bien ailleurs, c'est ce que je raconte d'ailleurs dans mon livre, qui se décline dans beaucoup d'autres métiers que celui de soldat ou de militaire ou de marin, ce service de la communauté, il est essentiel. C'est ça, c'est le faire nation, comme on dit, et parmi les lectures que je recommande souvent, il y a Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation ? Voilà. Je crois que on peut relire aujourd'hui encore plus que hier ce texte avec beaucoup d'intérêt. Que vous citez d'ailleurs en incipit de certains de vos chapitres. Oui, absolument, c'est vrai, parce que, encore une fois, je crois que se mettre au service des autres, finalement, c'est la plus belle des destinées. Et j'aimerais revenir, évidemment, sur la notion de valeur. D'ailleurs, vous les citez, celle qu'on peut voir affichée sur les passerelles des bâtiments, sur les ponts d'envol. Honneur, valeur, patrie, discipline. Et puis, rapidement, dans ce livre, évidemment, on comprend que vous êtes fermement convaincu des notions de persévérance, de travail et de volonté. Et cela, vous en parlez dès que vous êtes à l'école navale. Et ça vous poursuivra toute votre carrière, parce qu'il faut une certaine dose de persévérance, de travail et de volonté pour travailler ne serait-ce qu'au sein de l'Élysée. Oui, je crois que ces trois valeurs se conjuguent parfaitement avec la devise de la marine que vous avez citée, honneur, valeur, patrie, discipline. Le travail, c'est quelque chose qui m'a été inculqué
très jeune. Je le raconte aussi là dans l'épisode de ma jeunesse. La persévérance et la volonté, je crois que c'est 2 vertus cardinales. Et je suis frappé aujourd'hui de voir combien certains baissent les bras rapidement. Or, la vie ne peut être que volonté. Pour reprendre une phrase célèbre où l'on dit là où il y a de la volonté, il y a un chemin. C'était une phrase qu'employait volontiers le général Georgelin qui nous a quittés récemment. Et je crois que cette phrase, elle est très exacte. C'est-à-dire que il faut savoir se dépasser, il faut savoir aller au-delà de soi-même. Et puis, encore une fois, faire montre de volonté tout au long de sa vie. C'est aussi la qualité du chef, c'est-à-dire que sont mis en exergue dans cet ouvrage l'esprit d'équipage nécessaire, l'écoute et l'observation. Là, on est dès le début du livre, mais c'est aussi, il me semble, l'apanage du chef qui, aujourd'hui, ne doit pas devenir le bienveillant de service au sein d'une équipe, mais montrer une direction. C'est ce qui vous sera demandé en tant qu'officier de marine, et notamment de pacha de sous-marin. Alors, il faut les deux, en réalité. Oui. Il faut les deux, il faut de la volonté et de l'exigence quand on est commandant, mais il faut aussi de la bienveillance, parce que ce qui est, je le répète, ça revient comme un refrain dans cet ouvrage, ce qui importe tout d'abord, et singulièrement sur les sous-marins, c'est l'esprit d'équipage. C'est-à-dire qu'il faut être soudé, avoir un sens du collectif extrêmement développé, et un commandant, ça doit être à la fois quelqu'un qui dirige, qui commande au sens propre du terme, qui doit être exigeant avec ses hommes, mais qui en même temps doit faire montre d'une grande bienveillance pour les amener vers un objectif commun. Oui. Donc c'est cet amalgame qui n'est pas si facile que ça à réaliser, c'est cet amalgame qu'il faut réaliser. Est-ce que ça vous a surpris, peut-être en arrivant, j'allais presque dire dans la sphère civile de l'Élysée, de constater peut-être un écart par rapport à ce que vous avez connu en la matière dans la marine, où cet esprit de corps, cet esprit d'équipage régnait tout de même? Non, à l'Élysée, j'ai trouvé, ça va peut-être vous faire sourire, mais j'ai trouvé exactement l'ambiance d'un sous-marin. C'est-à-dire un grand sens du collectif, un pacha, si je puis dire, en parlant en termes un peu irrespectueux du président de la République, mais un pacha qui sait écouter son équipage et puis qui sait décider, parce que c'est ça le propre du commandement. Il ne s'agit pas que d'écouter, il s'agit à un moment de faire la synthèse de tout ce qu'on a entendu et de décider. Alors, puisque vous parlez de l'Élysée, du président, et d'écouter, eh bien, écoutons peut-être une courte conversation, pas seulement littéraire, mais entre Olivier Barrault à l'époque et Jean d'Ormesson au sujet de Bossuet. Vous me direz ce que vous en pensez. On va parler de la carrière de Bossuet, si je puis dire, carrière de haut fonctionnaire de l'Église. Absolument. Bon, c'est quelqu'un qui débute très brillamment. Il est archidiacre à Metz, il est nommé à Paris, il sera évêque de Meaux dans la cinquantaine. Bref, tous les espoirs les plus élevés lui sont permis. Les espoirs, ça veut dire devenir peut-être archevêque de Paris, accéder à la pourpre cardinaliste, toutes choses qui lui seront impossibles et qui lui seront interdites. Mais toujours est-il qu'il se rapproche très rapidement de la cour, et plus encore de la cour du roi, puisqu'il y a une époque, il est précepteur du grand dauphin. Voilà. Alors, peut-être pour l'anecdote, on peut rappeler que quand il arrive, encore tout jeune à Paris, il a une vision, il voit quelque chose. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le cardinal de Richelieu sur sa faim, n'est-ce pas, porté, déjà très malade, porté dans sa litière par des laquais, et c'est comme une vision de l'État qu'il a. Et toute sa vie, je pense que Bossuet sera dirigé à la fois par sa foi religieuse, qui est l'essentiel, la vérité, et cette vérité, c'est évidemment à la fois Dieu et le roi. Le roi fait partie de cette vérité divine qui est révélée. Et évidemment, tout ça nous paraît très daté, très vieux, très ancien. Mais pour lui, c'est ce qu'il faut répandre dans le public, et c'est ce qu'il va défendre toute sa vie, soit comme évêque, soit, comme vous le dites très bien, comme précepteur du dauphin. Est-ce que vous partagez quelque part, je me suis demandé en lisant votre ouvrage, cette vision de l'État, c'est-à-dire est-ce que vous ne vouez pas, amiral, une certaine admiration à ce fonctionnement de l'État et qu'on voit au plus près quand on est à l'Élysée? Alors je ne sais pas si on peut appeler ça de l'admiration, parce que on pourrait croire que c'est l'admiration béate. En réalité, c'est moi je suis très respectueux de l'État
qu'on a trop souvent tendance à dénigrer, mais qui est le siège en réalité de notre démocratie. Et ce qui est dit dans ce rapport sur l'état d'esprit de Bossuet quand il voit Richelieu, on peut le partager également, parce que je crois que ce qu'il faut que tout le monde comprenne bien, c'est l'abnégation qu'il faut pour faire partie des sphères dirigeantes d'un État. Ça n'est pas du tout, contrairement à ce que certains croient, un état de cour, comme au sens courtisan du terme, mais je peux témoigner qu'il faut une très grande abnégation, un sens de la responsabilité important et un sens de la décision. Et ça, c'est quelque chose qui là aussi peut paraître désuet, mais moi personnellement, je préfère les décideurs que les commentateurs. Vous voyez, je trouve que dans notre société aujourd'hui, il y a trop de commentateurs et trop peu de décideurs. Le décideur, il s'incarne exactement lorsque vous choisissez de rester à l'Élysée alors que le président Macron part à une réunion internationale en Roumanie et qu'il faut s'entretenir rapidement avec lui pour déclencher ou non l'opération de sauvetage de 2 ressortissants au Sahel. Oui, là, c'est une décision qui se prend tout de suite. Il y a beaucoup de décisions qui se prennent tout de suite, et si vous voulez, le sens de l'État, c'est aussi savoir conjuguer le temps court, oui, qui demande des réactions immédiates et qui est très développé dans notre société, parce que l'avènement des réseaux sociaux, l'ère du numérique, ce que j'appelle dans mon livre l'âge de l'impatience, oui, en réalité, c'est la gestion du temps court, mais en même temps, il faut savoir prendre garde au temps long et préparer l'avenir de notre pays. Et c'est ça qui est assez fabuleux, finalement, que quand j'ai décidé d'écrire ce livre, c'était également pour expliquer ça, en disant que les décisions ne se prennent pas au hasard, qu'il y a toujours un processus très long qui peut se raccourcir en cas de menace immédiate ou de crise instantanée, mais avec toujours le sens de l'État qui conduit le pays sur des stratégies qui peuvent prendre 20, 30, 40 ans. Et on peut toujours, j'imagine, faire confiance à la formation de l'école navale en l'occurrence, ou de la marine plus généralement, pour préparer les futurs marins à préparer à ce temps long. Oui, alors le marin a beaucoup d'avantages, comme les officiers de 2 autres armées pourraient en dire sans doute autant, mais le marin, il a plusieurs avantages. D'abord, son métier à la mer lui apprend la pugnacité, c'est-à-dire qu'on baisse rarement les bras, parce que si vous le faites à la mer, vous allez au-delà de graves déboires, de graves dangers. Et puis en même temps, on a une vision assez large du monde. Et finalement, les marins voient la mondialisation sous leurs yeux en permanence. Cela rajouté aux qualités intrinsèques de pugnacité, de calme aussi, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Le marin a l'habitude de côtoyer les dangers dès le temps de paix, puisqu'on est dans un milieu qui est somptueux mais parfois hostile, et donc il faut savoir garder son calme, et ça c'est tout à fait important dans des fonctions supérieures. Je pense au calme dont vous venez de parler par rapport à cette mission dont vous parlez dans votre ouvrage. Face à la Tripolitaine, vous restez avec votre SNA 1 mois sous l'eau, à traquer, à faire du renseignement, sans bouger, en faisant le moins de bruit possible. Là, si rester 1 mois devant ces côtes, dans ces conditions-là, n'apprend pas l'endurance... Oui, alors c'est une forme d'endurance. En réalité, ça fait partie des missions essentielles des sous-marins nucléaires d'attaque, puisque ces bâtiments peuvent être utilisés pour aller au plus près des côtes pour acquérir du renseignement sans élever le niveau de la crise, puisqu'on ne les voit pas. Donc c'est une mission qui est tout à fait utile. C'est vrai qu'on apprend aussi la patience et la persévérance dans ce métier. Oui. Je pense aussi à une autre mission en sous-marin par rapport à Victor. Victor étant le nom du sous-marin russe que vous traquiez. Vous arrivez finalement à le débusquer à l'endroit auquel vous aviez pensé. Et vous écrivez « Le commandant du Victor était un grand professionnel pour qui, sans le connaître, j'éprouvais le plus grand respect. Il nous donna beaucoup de fil à retordre. » Et à la fin du passage, vous écrivez « La moisson avait été riche et irait consolider nos banques de données dans le cadre d'un hypothétique conflit. » Vous aviez appris beaucoup de renseignements sur l'activité du sous-marin et sur la marine russe ainsi.
Ainsi se passait cette guerre obscure sous les flots, dans le plus grand secret, sans bruit, sans récompense, sans vainqueur, sans héros. Aujourd'hui, en 2023, amiral Rogel, si vous pouviez croiser ce commandant, qu'est-ce que vous aimeriez lui poser comme question ou qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Alors, j'aurais beaucoup de choses à lui demander naturellement, mais je crois que cette mission, elle symbolise exactement le métier de sous-marinier, c'est-à-dire une confrontation des volontés. Vous savez, la guerre, la préparation de la guerre, c'est toujours une confrontation des volontés, mais elle doit se faire sans haine. Il faut garder l'humanité, l'humanité en soi. Lorsqu'on est un militaire, on ne doit jamais être attrapé par la haine. Et donc, ce commandant-là, en tout cas, c'est quelqu'un qui, à l'évidence, était un grand professionnel et c'était une mission très intéressante. Et par rapport à sa hiérarchie actuelle, parce que vous parlez notamment de Vladimir Poutine dans ce livre, comment avez-vous vu l'évolution ou vécu l'évolution des rapports à travers les différentes crises entre nos dirigeants français, puisque vous en avez connu plusieurs, et ce chef d'État russe, qui lui demeure? C'est une très longue histoire. Il faudrait probablement plusieurs heures pour la raconter. Et c'est aussi ce que je voulais marquer dans ce livre. C'était une longue traversée de l'histoire de notre pays et de ses armées. En réalité, on est parti d'une situation, lorsque je faisais ce pistage, où on était dans une situation bloc contre bloc, c'est-à-dire l'OTAN contre le pacte de Varsovie. On a eu ensuite, dans les années 90-2010, des relations qui se sont normalisées avec la Russie, et puis désormais un durcissement des relations. Et ça, on peut constater que c'est le retour, ce que j'appelle le retour des stratégies de puissance, c'est-à-dire la Russie qui a repris pied après une période qui était extrêmement compliquée pour elle, les années 90. D'ailleurs, quand on relit les analyses de certains géopoliticiens des années 95, la seule question qui se posait, c'est jusqu'à où la Russie va-t-elle se désintégrer. Et ça apprend l'humilité, puisqu'on voit qu'on peut se tromper, c'est-à-dire que la Russie ne s'est pas désintégrée et au contraire a repris de la puissance. Et moi, je regrette en tout cas que ce grand pays se soit mis dans cette position de se sentir agressé par tout le monde, en réalité. C'est ça qui s'est passé. Rien ne pardonne l'invasion de l'Ukraine. Pour autant, il faudra un jour ou l'autre reparler à la Russie, parce que on a beau regretter ce qui se passe, la Russie restera notre voisin. Et donc, un jour ou l'autre, il faudra lui reparler pour éviter de repartir dans un système de bloc contre bloc, en sachant que ce système, ça ne sera jamais un retour à la guerre froide comme avant. Il y a un troisième larron qui s'appelle la Chine, qui grandit, et puis on voit un réarmement mondial généralisé. Donc, on ne retrouvera jamais la guerre froide, mais il faut se convaincre aussi que finalement, le système qui avait structuré les relations internationales après la guerre froide, aujourd'hui est arrivé à son terme. Et on voit bien, au travers des stratégies de puissance, on le voit autour de la conflictualisation des espaces communs que sont la mer, le cyber et l'espace, et on le voit aussi autour des stratégies hybrides, qui sont des stratégies qui nous maintiennent juste en dessous du seuil de conflictualité. Oui, donc la Russie, territoire immense. Ce qui amène à cette question, la Russie ayant beaucoup de voisins, tôt ou tard, comme vous le dites, amiral Rogel, il faudra reparler à ses voisins russes. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que la France a quand même la deuxième superficie marine au monde. Donc, vous le dites vous-même dans ce livre, et vous le dites très bien, les enjeux de connaissance de l'environnement marin sont extrêmement importants. Nous avons des établissements dans ce pays, comme l'IFREMER et le CHOM, Service géographique de la marine, qui en attestent, mais la France a des voisins partout. Et ça, oui. ça doit supposer des dialogues, des rencontres pour travailler ensemble. Oui, c'est quelque chose que nos concitoyens mesurent mal, c'est que notre immense zone maritime, la deuxième au monde après celle des États-Unis, qui fait 11 millions de kilomètres carrés, elle a une vertu énorme qui est qu'elle nous rend voisins du monde. C'est-à-dire que partout où une autorité française se déplace, il est accueilli non pas comme un étranger, mais comme un voisin. Et ça change tout, et ça donne une force énorme à notre diplomatie, qui d'ailleurs s'y trompe pas. La diplomatie française, c'est le meilleur allié de la marine, parce qu'elle sait que tout ce que... Enfin, de la marine, du maritime en tout cas, parce qu'elle sait tout ce que l'espace maritime français lui apporte.
Donc vous poussez à ce que ce soit la marine, mais pas seulement nationale, mais aussi les pavillons français économiques, puissent se développer partout. Oui, bien sûr, mais je crois que c'est... vous savez, je le dis à un moment dans mon livre, la France est un pays assez curieux de ce point de vue-là, parce qu'elle alterne des prises de conscience maritimes et des replis sur soi continentales. Et en citant de tête le président de la République à Montpellier en 2019, je crois qu'il a dit qu'à chaque fois que la France était repliée sur elle-même, sur ses visions continentales, elle s'était trompée, et parce que c'est la mer qui lui a toujours donné dans son histoire ce statut de voisin du monde et l'acquisition du savoir et du développement en réalité. Donc, mais il faut l'expliquer, parce que on est quand même un pays terriblement territorial et foncier. Pour reciter deux de nos grands hommes, Richelieu, qu'on a déjà cité, qui disait que les larmes de nos souverains avaient le goût salé de la mer qu'ils avaient trop longtemps ignorée. Oui. Et Tabarly le disait de manière un peu plus abrupte encore, en disant la mer, c'est ce que les Français ont dans le dos quand ils regardent la plage. Oui. Donc il faut regarder au loin, il faut regarder notre espace maritime comme un atout. Il faut regarder, nous sommes une puissance maritime, non pas seulement parce que nous avons la deuxième zone maritime au monde, parce que, comme vous l'avez dit, nous avons des instituts de recherche, l'Ifremer, le CHOM, qui sont parmi les tout premiers au monde. Quand je dis les tout premiers, c'est presque les premiers dans certains domaines, parce que nous avons une marine nationale qui est une marine opérationnelle, compétente, avec de grosses forces morales. Donc nous avons beaucoup d'atouts et qu'il faut développer, je pense. Et il faut thésauriser sur ces atouts. Alors faisons un pas de côté, si je puis dire, mais par rapport justement à cette notion de frontières terrestres, frontières maritimes, là nous sommes dans le cadre de la Chine, au sein de cet ouvrage. Vous écrivez « La Chine consentait un effort colossal pour porter sa marine au deuxième rang mondial, en passe de concurrencer l'US Navy. » Et un petit peu plus loin, « J'y avais ressenti toute la détermination chinoise qui devait se traduire par une phrase lapidaire mais très claire dans leur livre blanc de 2015, citation, « La mentalité traditionnelle, selon laquelle la terre prime sur la mer, doit être abandonnée. » Ça veut tout dire. Oui, ça veut tout dire. Ça veut dire que la Chine, qui a décidé de quitter son statut de puissance régionale, là aussi, quand on relit les analyses de 1995, beaucoup d'analystes condamnaient la Chine à un statut de grande puissance régionale. Aujourd'hui, la Chine, avec cette phrase que vous citez dans le livre blanc, mais également avec le concept des routes de la soie édicté en 2013 par le président Xi Jinping, a décidé de devenir une puissance mondiale. Et le fait qu'elle veuille devenir une puissance mondiale passe par le fait qu'elle va devenir une thalassocratie. C'est-à-dire, elle a déjà investi beaucoup sur la mer. Il faut se rendre compte que depuis 2010, la Chine construit l'équivalent de la marine française tous les 3 ans. Donc c'est énorme. Elle est passée dans les années 1990, elle n'était pas dans le top 8 des marines mondiales. Aujourd'hui, elle a la 2e place et elle a l'ambition, en tonnage en tout cas, de concurrencer l'US Navy américaine en 2049. Donc on voit bien que la mer constitue pour elle un enjeu majeur, pas seulement la mer d'ailleurs, parce que quand je parlais tout à l'heure d'espace commun, la mer, le cyber et l'espace, qui sont ni plus ni moins que les artères vitales de nos sociétés mondialisées, ces 3 espaces font également l'objet, je ne vais pas dire de convoitise, mais en tout cas d'appétit de la Chine. On voit bien que dans ces 3 espaces, ils sont très présents. Oui, il suffit de voir les avancées d'études de leur domaine maritime, et puis les revendications, qui sont colossales aussi, en mer de Chine. Oui, alors la mer de Chine, c'est à la fois les routes de la soie, c'est-à-dire la capacité à développer des axes maritimes qui vont de l'Europe à l'Asie et de l'Asie vers les Amériques. Et la mer de Chine, c'est pour eux également un enjeu majeur, parce que je mets de côté les potentialités en hydrocarbures qu'on trouve en mer de Chine. Il y a les ressources halieutiques qui sont importantes, car la Chine est un des pays qui dépend de la mer pour l'alimentation en protéines de sa population, mais aussi ça lui donne de la profondeur stratégique. On voit bien qu'elle était un peu engoncée sur ses frontières terrestres, et là elle est en train de trouver de la profondeur stratégique.
Alors on voit aussi donc ces avancées technologiques, ce développement de puissance. Vous l'avez dit, Amiral Rogel, la marine chinoise construit l'équivalent de la flotte française au rythme d'une tous les 3 ans. Et on voit aussi dans ce livre les luttes que vous avez dû mener, les dialogues que vous avez dû avoir, notamment avec les politiques, pour que la barre soit redressée au niveau des budgets militaires, des équipements, du recrutement. Y a-t-il quelque part une différence entre le dire et le faire que vous avez pu constater, que vous avez dû parfois concilier les deux pour arriver peut-être à vos fins? Non, je crois qu'il y a ce qui s'est passé en Occident, et plus spécialement en Europe, c'est que à la fin de la guerre froide, donc dans les années 90, 92, donc entre la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'Empire soviétique, il y a eu un grand soupir de soulagement en disant « ça y est, la guerre n'est plus présente à nos portes ». Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est cette phase qui est tout à fait intéressante. Ça a correspondu à un assoupissement stratégique de l'Europe qui voyait finalement les menaces se passer au loin. Et surtout, l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis plus l'Europe, avoir une prédominance militaire sans conteste. Ils n'avaient pas de compétiteurs dans ce domaine. Et on est resté jusque dans les années 2017 dans cette espèce d'assoupissement stratégique dans lequel il semblait qu'on pouvait faire un peu l'impasse. Je dis un peu parce que ça n'a pas été si catastrophique que ça. On a réussi à garder des armées de premier ordre, bien que réduisant beaucoup leur format, mais en tout cas on a réussi à garder le modèle complet. On était donc dans cette espèce d'assoupissement stratégique qui a conduit à faire d'autres choix. Et on a bien vu que la défense, progressivement, et c'est vrai dans tous les pays d'Europe, est passée du premier devoir de la nation tel que le décrivait le général de Gaulle dans son discours de Bayeux, à une contrainte budgétaire acceptée, mais contrainte. Et qui était reniée parfois. Pardon ? Et reniée de temps en temps. Oui, parce que, encore une fois, la menace semblait lointaine. Et je pense que et je dis on collectivement, on a trop misé sur le fait qu'on serait on aurait pour longtemps le monopole de la puissance. Et je le dis à un moment dans le livre, je crois que notre arrogance nous a rendus un peu aveugles et on n'a pas vu monter les autres puissances comme la Chine, comme tout l'Indo-Pacifique et la Russie. On les a vus monter, mais peut-être pas au rythme auquel on s'attendait. Oui. Ça s'est développé beaucoup plus vite. Mais vous avez souvent des conclusions, si je puis me permettre, Amiral, toujours très positives. Alors, ça suscite beaucoup d'espoir, et j'avoue que l'une d'entre elles qui m'a marqué le plus, c'est évidemment, vous parlez de ce moment douloureux où le général Pierre de Villiers démissionne, avec une affaire aussi, c'est vrai, que n'ont pas arrangé les médias dans les rapports entre le général et peut-être le président. Vous écrivez, je crois sincèrement, que c'était simplement l'expression d'un ras-le-bol assez général qui couvait depuis une dizaine d'années dans la haute hiérarchie militaire en raison des réductions continues du budget, de l'empilement des réformes et de la difficulté à remplir les missions. Au moins, c'est clair. Et vous terminez ainsi. En réalité, avec du recul, celui dont on parlait au début de cette émission, je suis désormais convaincu que cette crise, aussi difficile qu'elle ait pu être ressentie par les uns ou les autres, a eu le mérite, telle une soupape de sécurité sur une machine à vapeur, de faire baisser la pression accumulée depuis longtemps entre la haute hiérarchie militaire et l'exécutif. Elle fut, je le crois, salutaire en soldant des années d'échauffement, d'agacement, de rancœur mutuelle entre ministères et permis de repartir sur des bases nouvelles. Alors soit c'est porteur d'espoir, mais je pense que les faits vous donnent raison. Non, mais c'est porteur d'espoir. Alors, d'abord, je suis un éternel optimiste. Je suis conçu comme ça et j'adore la phrase de Jacques Chirac qui dit « Le pessimisme ouvre la voie à tous les renoncements ». Donc, moi, je crois qu'il faut rester optimiste. Je ne veux pas dire quoi qu'il arrive, mais en tout cas, avant de rentrer dans le pessimisme, il faut faire une analyse convaincue de notre environnement. Non, je crois que c'est tout à fait vrai. Moi, je l'ai vécu comme chef d'état-major de la marine. C'était une période, d'ailleurs, je l'appelle, je crois, le temps des tempêtes entre 2011 et 2013. Je crois qu'on était là dans une... je ne veux pas dire une confrontation, le mot est trop dur, mais en tout cas dans une divergence d'avis entre un exécutif qui
qui pensaient qu'on pouvait encore faire des économies sur la défense, et des chefs militaires qui avaient à gérer déjà ce qu'on a appelé la RGPP, la révision générale des politiques publiques, qui s'était quand même traduit par une déflation de 54 000 personnes dans les armées, c'est-à-dire à peu près 20%, ce qui est énorme. Conduire cette déflation en moins de 4 ans, il n'y a pas un système, hors le système militaire, qui aurait survécu à une telle déflation. Tout en continuant à exercer les actions sur les terrains militaires. Tout en continuant des missions qui ne cessaient de grandir. La Libye. Et corollaire de la RGPP, tout en mettant en place un système interarmé du soutien qui était totalement nouveau, les bases de défense, etc. Donc il y avait une tension qui était forte entre la hiérarchie militaire qui disait « Attention, le monde est en train de se réarmer et nos missions ne cessent d'augmenter », et puis un monde politique qui était toujours un peu sur les dividendes de la paix, vous voyez. Mais chacun était dans son rôle, il n'y avait pas de rancœur. Quand vous demandez au ministère du Budget quel est son objectif, lui, c'est de réduire le déficit. Voilà. Quand vous demandez à un chef militaire quel est son objectif, c'est d'assurer au mieux la sécurité de notre pays. Donc on voyait bien que les positions s'écartaient. Et je pense que, je le dis sincèrement, je le dis d'autant plus sincèrement que Pierre de Villiers est un ami, je pense que cet événement aurait eu le mérite et l'image de la soupape de sûreté sur une chaudière, pour ceux qui ont navigué sur des bâtiments à vapeur, elle est extrêmement claire. C'est-à-dire que ça a purgé les rancœurs qu'on aurait pu avoir, et on est reparti sur un bon pied, d'autant plus que le président de la République a décidé en 2017 de porter l'effort de défense à 2% du PIB, ce qu'on n'avait pas eu depuis bien longtemps. Non, et en même temps, on pourrait penser que, froidement, peut-être sans regarder plus loin, mais 2%, qu'est-ce que 2% quand on voit l'effort que font des pays comme la Russie ou la Chine, par exemple ? 2%, c'est déjà mieux que 1,35. Vous voyez, je ne renonce pas à mon optimisme, mais il faut prendre garde à vouloir se comparer à la Russie, la Chine et aux États-Unis. On est une puissance mondiale. Nous, quand je dis nous, la France est une puissance mondiale, mais on n'est pas une superpuissance. Pour vous donner un chiffre, si on voulait avoir le même budget que les États-Unis en matière de défense, il faudrait y consacrer 25% du PIB. 25% du PIB, ça voudrait dire un certain nombre de renoncements sur le social, sur la santé, etc. Je ne crois pas qu'on soit prêt à ça. En revanche, nous sommes aussi dans un système d'alliance, c'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls. Nous avons l'Alliance Atlantique comme alliance, nous avons l'Europe de la défense, dans laquelle je crois beaucoup, et puis nous avons un certain nombre de partenariats un peu partout dans le monde. Vous y revenez beaucoup sur ces partenariats, notamment avec les Anglais, il faut le dire. Alors parfois, évidemment, ils nous font des réponses de Normands, comme vous l'écrivez. Et puis vous arrivez, avec vos homologues, à joindre par exemple une frégate anglaise jointe au porte-avions français, ou une frégate française qui part dans les exercices avec les Anglais. C'est quand même des réussites qui sont à souligner, dont on n'a peut-être pas entendu beaucoup parler dans nos médias. Oui, alors on aurait dû en entendre parler, puisque tout ça découle aussi un peu des accords de Lancaster House, qui étaient des accords extrêmement importants dans le domaine de la défense. Mais là aussi, je crois qu'il faut... on a beaucoup aidé les Britanniques à reconstruire leurs porte-avions. Vous savez qu'ils ont eu un moment de vie en termes de porte-avions. On les a aidés, je le raconte dans mon livre, comment la reine a souligné l'aide de la France, qui n'était pas rien. Cette reconnaissance anglaise vis-à-vis de l'aide de la France est assez unique. Je crois que ce partenariat avec les Anglais, comme nous avons eu des partenariats avec beaucoup d'autres pays, mais il est très symbolique du partage des intérêts. C'est-à-dire que quand on prend soin d'écouter les autres et qu'on comprend quels sont leurs besoins, on arrive à trouver des solutions communes, en réalité. Et c'est ça vous allez me dire, ça paraît d'une évidence, d'une grande évidence, mais je crois que le fait de s'intéresser à l'autre et de l'écouter, c'est déjà un premier pas. Nous, Français, on le fait pas toujours. Non. Mais c'est le témoin aussi de votre carrière, amiral, si je puis me permettre, parce que on peut imaginer qu'entre les escales d'un jeune officier sur la Jeanne, et puis, évidemment, les escales seront moins nombreuses entre 1980 et 2002 dans votre partie de carrière sur les sous-marins. Mais entre ces rencontres que font les marins dans des pays étrangers et les rencontres que vous faites ensuite dans le cadre de votre travail à l'Élysée, évidemment, la place du dialogue est éminemment importante. Oui, ça coule de source. La place du dialogue est importante. Et ce que je disais
aux jeunes midship qui partaient faire la mission Jeanne d'Arc lorsque j'étais chef d'état-major de la marine. C'était, je leur donnais qu'une seule consigne, c'est écoutez quand vous arriverez en escale, écoutez ce que les étrangers ont à vous dire, essayez de comprendre leur vision et sortez de l'idée que seule votre vision est la bonne. Et c'est cette confrontation des civilisations, cette confrontation positive des civilisations qui aide à comprendre le monde en réalité. Et l'erreur qui est trop souvent faite, parfois, c'est de voir le monde sous son seul prisme. Et ça, c'est une catastrophe. C'est ce que vous dites. Une vraie difficulté consiste pour nous Français à ne pas apparaître auprès de nos partenaires comme des donneurs de leçons permanents. Mais en tout état de cause, si nous ne parvenons pas à partager une vision commune de nos intérêts, si nous ne dépassons pas les égoïsmes nationaux, si nous continuons à éluder la question de l'autonomie stratégique européenne, l'Europe sera perçue comme faible et désunie, ce qui ne sera pas sans conséquence sur notre avenir, alors que les rapports de force redeviennent la norme. Donc il faut se dépasser. Oui, il faut se dépasser et alors là, je parle de l'Union européenne, dans l'extrait que vous venez de citer, mais je crois qu'il faut beaucoup écouter, beaucoup comprendre. Là, en l'occurrence, je parle beaucoup de notre relation avec l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas la France. L'Allemagne, dans sa structure étatique, c'est un État fédéral. C'est un État dans lequel le chancelier, à l'époque, la chancelière, n'a pas les mêmes pouvoirs qu'en France. Elle doit composer avec une coalition. Elle doit composer aussi avec les Länder. Oui. Donc, si vous ne comprenez pas ça, si vous essayez de calquer le modèle français à l'Allemagne, vous serez complètement hors jeu, si je puis dire. Donc, il faut comprendre les autres. Et puis, parfois, il faut lâcher un peu de l'Est. Oui. Mais c'est comme dans la vie quotidienne. Hein. Quand vous avez des amis, ça n'est pas une confrontation, c'est un partenariat, en quelque sorte. Mais il faut être extrêmement vigilant parce que nous sommes une vieille nation, nous sommes fiers, et nous avons raison de d'être une vieille nation, mais en tout cas, il faut là aussi comprendre qu'en Europe, tout le monde n'a pas ce même statut, que d'autres ont des idées qui sont bonnes également. Mmh. Et puis alors, à l'échelle planétaire, notre modèle de démocratie, c'est pas le modèle qui convient à certains pays. Il faut le comprendre et l'accepter, ça. Et dans ces rencontres, parfois, il faut aussi, non pas montrer les crocs, je ne dirais c'est trop fort, mais dire ce qu'il y a. Par exemple, quand le président russe et ses hommes sont invités au fort de Brégançon et qu'ils se moquent un petit peu de la délégation française en train de cuire sous le soleil, il faut avoir le mot juste pour dire que oui, certes, mais la frégate que vous voyez sur le plan d'eau a pisté votre sous-marin depuis des lustres. Là, c'est le président de la République qui avait fait remarquer que la frégate qui était juste devant Brégançon avait participé à l'opération Hamilton, vous vous rappelez, de raid contre les installations chimiques syriennes, et puis que la même frégate avait pisté de longues heures un sous-marin russe auparavant. Il faut à la fois écouter, mais quand un partenaire ou un adversaire essaye d'imposer un rapport de force, bien sûr, il faut l'accepter et répondre du tac au tac. Pour se mettre sur un pied d'égalité propice à une démarche constructive. Oui, derrière. Bien sûr. Il ne s'agit pas de détruire l'adversaire, mais de lui faire comprendre que nous, on a des arguments. Vous savez, le président Poutine est un habitué de ce genre de tactique. Hein. Donc, il essaye d'installer un rapport de force, comme d'autres, comme le président Trump, ce que je raconte dans ce livre également, ils essayent d'imposer un rapport de force, et c'est en répondant à ce rapport de force que finalement vous vous faites respecter et que vous repartez sur des bases constructives. Oui, vous indiquez que les rapports immédiatement avec Trump sont directs. L'anecdote du coup de téléphone à l'Élysée reste dans les mémoires quand on a lu votre ouvrage. Oui, parce que alors le président Trump, c'est un peu différent des autres, parce que il n'est pas un spécialiste des relations internationales, ou il n'était pas en tout cas quand il a pris ses fonctions, et lui c'est je le raconte aussi dans le livre, c'est le deal permanent, c'est-à-dire c'est des rapports commerciaux qu'il veut établir, c'est qu'est-ce que je vous donne et qu'est-ce que ça me rapporte, et c'est en permanence comme ça, et je raconte que après ce premier coup de téléphone, c'était quand j'étais chef d'état-major particulier de François Hollande, j'ai été acheter son livre qui s'appelle The Art of the Deal, qu'il avait écrit bien plus tôt. Et là, j'ai eu la compréhension immédiate de comment fonctionnait Trump. C'est-à-dire, c'est donnant-donnant. Et ça ne peut être que donnant-donnant, si vous voulez.
Il y a un film que je trouve admirable, que vous citez dans ce livre, Le désert des Tartares. À lire cette citation, et après avoir vu et revu ce film magnifique dans lequel jouent Jacques Perrin, Philippe Noiret, etc., je me suis demandé si on ne pouvait pas calquer une grille de lecture. C'est-à-dire que dans ce film, on voit des soldats et leurs officiers au fin fond d'une citadelle, dans le confin de l'Empire, veiller sur une frontière qu'ils qualifient eux-mêmes de morte, puisque l'ennemi est venu il y a des centaines d'années, il ne repassera sans doute jamais. Et on voit peu à peu ce fort se voir dégarnir de ces hommes, de ces soldats et de ces officiers. Et je me suis demandé, ici, évidemment, nous réalisons cette émission à Brest, quand les marins toulonnais débarquent à Brest, ils trouvent que le port est vide. On a entendu, ça a fait du bruit dans Landerneau, si je puis dire, qu'il fallait remettre un peu plus d'hommes d'équipage sur les frêmes, qui avaient été visés un petit peu trop bas par rapport aux missions qu'elles effectuaient. Je me suis demandé quelque part si on ne vivait pas un petit peu ce scénario du film Le désert des Tartares, mais avec une menace bien réelle, et que finalement la barre était en train d'être dressée. Moi, je ne crois pas, mais on s'adapte à la situation du monde. Ce qu'on voit aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le retour des stratégies de puissance. D'abord, pour contrebattre un peu votre argumentaire, on a quand même une magnifique installation qui s'appelle l'île Longue, qui assure la première des missions dévouées aux armées françaises, qui est la dissuasion. Et ensuite, c'est vrai qu'on a vu le théâtre atlantique pendant la période post-guerre froide perdre un peu de son acuité géopolitique, puisque finalement les Russes n'y venaient plus. Ce qu'on constate aujourd'hui, et là il faut avoir les idées bien claires sur ça, c'est que ce retour des stratégies de puissance, qui ne concerne pas seulement la Russie, mais qui concerne aussi la Russie, elle réactive beaucoup de théâtres maritimes en réalité, puisqu'on voit bien que l'espace Indo-Pacifique, c'est un espace qui se réactive sous la pression et la montée en puissance de la marine chinoise. L'océan Indien est en train de se réactiver également. Lui, il n'a jamais perdu de son acuité, en réalité. Mais en tout cas, parce que c'est un théâtre où passe l'essentiel des flux maritimes, ces artères vitales de nos sociétés, dont le flux pétrolier qui passe essentiellement par Hormuz. Oui. Donc on voit bien qu'entre la Chine, l'Iran, l'Inde, etc. Le détroit de Singapour. Le détroit de Malacca et d'autres. On voit bien que l'océan Indien est demeuré un théâtre stratégique. Et puis on voit le réveil de la Méditerranée avec l'arrivée d'une base russe, comme ça se pratiquait dans les années 90. Moi, je retrouve cette situation de 90, en tout cas du point de vue naval en Méditerranée, mais pas seulement. C'est-à-dire que là aussi, on a de nouvelles puissances navales, la Turquie, l'Égypte, l'Algérie, qui sont des puissances réelles, désormais, je parle au moins sur le plan maritime, et puis on voit la réactivation du théâtre atlantique avec le retour des Russes, et le théâtre atlantique, dont le Grand Nord. Donc on voit bien que cette nouvelle situation géostratégique, elle se traduit partout par le renouveau des théâtres maritimes. Et on le voit même maritime et terrestre. Je pense aux pages que vous consacrez aux tensions, notamment dans la zone des Kurdes, entre la Syrie, le trouble jeu de la Turquie, le Kurdistan irakien, les Kurdes en Iran. Enfin, tout ça est très complexe. Évidemment, quand on a la chance de pouvoir y aller, même de brefs passages, on comprend beaucoup de choses à voir les acteurs, à voir les différentes personnes. On se dit que ce sont des zones extrêmement complexes. Et vous le dites, l'attitude turque me paraissait très ambiguë, préoccupante, car elle semblait se focaliser davantage sur la destruction des forces kurdes que sur celle de l'État islamique. Parce qu'évidemment, tout ça était dans un contexte de l'État islamique à l'époque, donc là on est dans les années 2015, 2016, 2017, 2018. Comment avez-vous vécu l'évolution de cette situation, alors que vous étiez à ce moment-là à l'Élysée, et votre compréhension du coup des enjeux dans cette zone ? Alors, la Turquie est un pays... Et un pays intéressant, qui est d'abord un de nos alliés de l'OTAN, il faut pas l'oublier, mais qui en même temps a voulu marquer une certaine forme d'indépendance, si je puis dire, en ayant une attitude
qui a failli conduire à un incident naval assez grave en Libye, qui est venu prospecter dans la zone économique chypriote et grecque, c'est-à-dire la zone économique européenne, qui a acheté des systèmes de défense aérien évolués à la Russie, donc en tant que puissance de l'OTAN, c'est quand même assez curieux, et puis qui a eu une attitude sur la frontière irako-syrienne, si je peux dire, vis-à-vis des Kurdes, qui était assez curieuse pour nous, parce que les forces kurdes se battaient réellement contre l'État islamique, et que notre priorité, c'était l'État islamique. Alors les Turcs vous expliquent que les Kurdes déstabilisent leur pays, c'est leur avis, et ils ont le droit de le penser, mais en tout cas c'est un pays qui retrouve une certaine forme de stratégie d'empire. J'aime pas beaucoup ce terme-là, mais quand je compare avec l'Iran, avec la Russie, on voit que les stratégies d'influence d'empire, en tout cas, elles sont bien présentes, et que certains pays se sentent à l'étroit dans leurs frontières actuelles. Et ça, ces glissements, ces mouvements des places tectoniques stratégiques, ça va donner un certain nombre de points de friction, voire de fractures. Une question peut-être plus personnelle, puisque vous avez servi auprès de 2 présidents, enfin même 3 en comptant votre premier poste à l'Élysée auprès de Jacques Chirac, puis ensuite vous avez été chef d'état-major particulier de François Hollande, puis d'Emmanuel Macron. On comprend à vous lire que, si je puis me permettre, le président Emmanuel Macron est un président tambour battant. Ça vous a marqué dès son arrivée? Oui, c'est un homme qui a une énergie considérable et qui veut mener à bien ces programmes de campagne, les programmes sur lesquels il a été élu. Alors, une fois que j'ai dit ça, moi je suis arrivé dans les états-majors de Jacques Chirac et de François Hollande à la fin de leur mandat, et j'ai connu le début de mandat d'Emmanuel Macron, donc ça peut peut-être relativiser. Mais non, c'est un homme qui dort peu et qui a une grande détermination. Qui est capable d'aller courir pour tenter de renouer le dialogue lors d'une conférence avec un représentant iranien. Mais il faut tenter, quoi. Là, je pense que depuis de longues années, la France a une politique qui est celle du dialogue. Et je crois que dans la période actuelle, qui est encore une fois celle des retours des stratégies de puissance et de la conflictualisation des espaces communs, c'est particulièrement important qu'un pays fasse ça. Je suis très frappé aujourd'hui de voir dans certains médias combien la notion de puissance ne s'exerce ou n'est interprétée que sous le prisme militaire. Mais si tout le monde se met à brandir des armes et aller dans ce domaine-là, on va s'enfermer dans une spirale de conflictualité et le pire est à craindre. Donc il faut qu'il y ait des pays qui restent ouverts au dialogue, et je crois que la France est aussi respectée pour ça, parce qu'on est un pays qui ne veut pas s'enfermer justement dans cette spirale de conflictualité. C'est l'une de ses forces. C'est l'une de ses forces, oui, absolument. C'est aussi la force d'une diplomatie qui est remarquable. Hein. Je ne cesse de répéter mon admiration pour la diplomatie française, mais on a un réseau diplomatique qui est important. Alors, il y a des fois ça marche, et des fois ça marche pas, hein, le dialogue. Hein. Beaucoup disent qu'il fallait pas parler à Poutine. Moi, je crois qu'il fallait lui parler avant l'Ukraine pour essayer de faire tout ce qu'on pouvait pour éviter cette erreur qu'il a faite en envahissant l'Ukraine. Mais ça marche pas toutes les fois. Mais ce qui serait coupable, c'est de ne pas essayer, justement. De ne pas essayer de rétablir un dialogue. C'est à ça que la diplomatie sert. Je vais revenir peut-être sur ce mot « servir », parce que finalement, au cours de cet ouvrage, on vous voit servir sur les bateaux de surface, dans les sous-marins, vous devenez commandant de sous-marins, et finalement, vous serez passé de ce monde des profondeurs, même des anciens modèles de sous-marins, au nucléaire, en passant par la protection rapprochée de présidents, parce que vous écrivez à un moment donné, c'est une mission. L'avion du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, se posa peu après celui du président. Par précaution, j'avais tenu à séparer les 2 autorités. Donc en fait, vous vous retrouvez à penser à tout. C'est-à-dire que vous établissez un plan d'action pour un déplacement présidentiel, comme le déploiement quelques années plus tôt d'un sous-marin, quoi.
Oui, vous servez, dans tous les cas. Il faut bien comprendre que le déplacement que j'évoque là, c'était un déplacement en Irak, oui. Pendant lequel nous avons été avec François Hollande sur la ligne de front près de Mossoul. Donc c'était un déplacement qui était quand même à risque. Je rappelle qu'à l'époque, la bataille de Mossoul n'était pas encore gagnée par les forces irakiennes. Et donc, il y avait du danger partout. Et d'ailleurs, on a eu pendant ce déplacement, un certain nombre d'attentats à la voiture suicide à Bagdad, pendant que nous y étions. Donc oui, quand vous êtes chef d'état-major particulier, vous faites une espèce de planification sécuritaire d'un déplacement comme ça. Mais en même temps, c'est important aussi que, là encore, la France s'affiche aux côtés de ses alliés. Vous écrivez au début de cet ouvrage: cette première année d'officier en 5e est celle où l'on a encore le droit de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre, celle où on est encore le Candide, qui peut, sans être moqué, poser à tout le monde les questions les plus ingénues, celle aussi où l'on est pardonné de ses maladresses de débutant. Je me suis demandé si, en tant qu'amiral, est-ce qu'on a encore le droit de ne pas savoir, et par contre, y a-t-il peut-on être encore pardonné ? Non. C'est différent. Alors d'abord, on ne peut pas tout savoir, et évidemment, ça serait bien présomptueux d'affirmer qu'on sait tout, mais en tout cas, quand on est dans ces postes de responsabilité, on a le devoir d'avoir une compréhension large des problèmes, et puis on n'a plus droit aux erreurs de Candide, et je crois que ça fait partie, là aussi, du métier. C'est à la fois la difficulté de ce métier de chef, mais qu'on retrouve à tous les grades. Hein. Oui. En réalité, quand vous êtes commandant, quand vous êtes chef d'état-major, vous n'avez plus le droit à l'erreur, mais pour autant, il faut savoir où sont vos limites en permanence. Et ça, c'est une leçon que j'ai retirée de mes commandements. Bien sûr, c'est une affaire de volonté, bien sûr, c'est une affaire de confiance dans l'équipage, mais c'est aussi, il est aussi important de savoir quelles sont ses limites personnelles. Donc ça demande un travail d'introspection, de savoir jusqu'à où on peut aller, ne serait-ce par exemple que sur la gestion de la fatigue, oui. Ou bien sur ce que vous pouvez demander ou ne pas demander à votre équipage. Mais le temps passé à la mer vous a permis d'acquérir cette bien sûr, parce que le métier d'officier de marine vous apprend tout ça. Et vous savez, c'est entre le John Midship que j'étais à l'école navale et l'amiral, d'abord je crois que j'ai gardé ma passion, et ça c'est important parce que on ne vit pas un métier comme ça sans passion, il faut qu'elle soit très présente, mais en même temps c'est un long chemin d'apprentissage, et à chaque étape vous engrangez des qualités et des vertus, vous essayez de gommer le plus possible vos défauts, parce que tout le monde en a, pour arriver à être le meilleur possible quand vous arrivez aux fonctions suprêmes. Et ce qui vous permet, pétri de cette expérience, de lancer des voies pour l'avenir et de dire très tôt qu'il faut s'intéresser aux drones et s'intéresser au cyber, qui est devenu aujourd'hui une composante majeure. Oui, c'est vrai, parce que moi, ce qui m'a beaucoup frappé, à l'époque, j'étais sous-chef d'état-major opération à l'état-major des armées, c'est-à-dire en gros le patron des opérations interarmées sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la difficulté de certains à sortir des modèles. Oui. Alors, une armée, c'est fait de modèles. On apprend, on essaye de mettre des modèles un peu partout pour pas se tromper, mais en même temps, il faut toujours vérifier que les hypothèses qui ont amené à construire ces modèles sont toujours les bonnes. Et l'époque dont je parle, c'est l'époque 2010. C'est une époque où les technologies sont en train de varier et de se transformer très rapidement. Internet, les téléphones portables, les drones, enfin, etc. Et j'avais pu observer à cette époque-là que certains ne voulaient pas voir ça arriver et rester dans le modèle d'avant. Donc, être un chef militaire, c'est aussi anticiper l'avenir et anticiper les ruptures stratégiques. Et la rupture technologique en est une, et on le voit aujourd'hui. Il faut être inventif, c'est ce que vous dites. Il faut laisser aussi une part à l'imagination. Par exemple, là, je reviendrai juste sur cette anecdote qui m'a fait rire, mais vous avez un problème sur le SNLE que vous commandez, il me semble, et c'est finalement, vous aviez un problème mécanique, et c'est le médecin du bord qui vous dit « j'ai ce qu'il vous faut », et 1 heure après, le porte-manteau était correctement relié au réseau par de la pâte dentaire préalablement chauffée dans une transfusion. La redondance des transmissions était ainsi récupérée en quelques heures grâce à l'ingéniosité collective de l'équipage. Donc vous louez l'inventivité, la collégialité, c'est un peu la démerde opérationnelle, quoi.
Non, mais quand on est... Alors, faut bien comprendre que quand vous partez sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, vous êtes totalement isolé du monde et livré à vous-même. Alors, on a, heureusement, sur ce genre de bâtiment qui est l'objet technique le plus complexe le plus abouti, au monde, le plus abouti, avec près d'1 million de pièces. Au passage, toutes ces pièces sont françaises, et là aussi, quand j'entends aujourd'hui un certain misérabilisme s'installer sur les plateaux de télévision, je ne manque pas de rappeler combien nous sommes forts techniquement, technologiquement, mais en tout cas, c'est quand vous êtes parti pour une patrouille opérationnelle, eh bien, ça doit marcher. Et vous avez un certain nombre de redondances, mais quand une redondance tombe, il faut essayer de la récupérer. Et là, c'est l'ingéniosité collective, c'est la volonté collective qui permet vous savez, cette volonté collective qui sublime les talents individuels. Et c'est ça l'esprit d'équipage en réalité. C'est ça qui doit prendre le pas sur le renoncement. Et je le disais aussi souvent à mes commandants, quand j'étais chef d'état-major de la marine, je leur disais, n'hésitez pas à réfléchir out of the box, comme disent les anglo-saxons. On a des modèles, c'est très bien, il en faut, mais il faut aussi savoir en sortir parfois lorsque l'environnement change. C'est sortir aussi du formulaire administratif. Ah, c'est totalement sortir du formulaire administratif. Alors ne me faites pas dire ce que je veux pas dire, c'est dire qu'il en faut. Il faut une administration, mais c'est aussi le devoir d'un chef de changer les lois ou de changer les règles administratives lorsqu'on est en état de crise. Moi, je suis très frappé, et je le raconte un peu pour avoir vécu la crise Covid à l'Élysée, de voir combien définitivement on ne peut pas conduire des crises avec des règles du temps de paix. Et donc ça, c'est ça mon chef aussi, celui qui sait s'adapter à la situation du moment et pas un modèle suranné. Dernière peut-être qualité qu'on peut noter à travers ce livre, quelle place accordez-vous à l'humour pour votre vie personnelle, mais aussi au sein de votre carrière en tant qu'officier de marine et amiral? C'est important, je crois. C'est aussi ce qui permet de mettre du liant dans les rapports humains. C'est ce qui permet de faire baisser la pression, souvent, quand on est dans des situations que je décris dans le livre, dans des situations opérationnelles un peu tendues. De temps en temps, un bon mot peut faire immédiatement descendre la pression. Alors, il ne s'agit pas que ça se transforme en grosse rigolade permanente, mais il faut manier l'humour et il faut le manier à bon escient. Et en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu noter dans les relations internationales, c'est que souvent, ça débride un peu les conversations. Par exemple, le président de l'Équateur qui, sous les mots d'Emmanuel Macron... Oui, c'est une anecdote rigolote que j'ai voulu citer pour montrer que parfois aussi, les relations internationales ne sont pas aussi conflictuelles qu'on voudrait le passer. C'est une erreur d'interprétariat qui avait fait dire au président de l'Équateur que les langoustines équatoriennes étaient les meilleures du monde, et Jean-Yves Le Drian et moi, on se trouvait côte à côte. On a eu un sursaut qui n'a pas manqué d'être remarqué par le président de la République et qui a dit au président équatorien vous venez de déclarer la guerre à la Bretagne. Vous venez de déclarer la guerre à la Bretagne, et tout le monde a bien ri. Alors y a-t-il, dernière question, Amiral Rogel, pour cette émission, y a-t-il un lien entre le fait de battre le record de vitesse en Solex dans le 3e étage du lycée naval, le record de distance parcourue sur le slip de l'école navale en remorqueur, et le fait de devenir un jour chef d'état-major de la marine? Non, je ne crois pas, mais ça fait partie des challenges qu'on peut se fixer jeune, et il faut avoir des buts dans la vie, et il faut avoir surtout la volonté d'arriver à se surpasser. Alors après, on met les records là où on peut les atteindre, mais en tout cas, il faut... moi, je crois, et c'est un peu le signe de cet ouvrage aussi, je crois beaucoup à la volonté, je crois au fait de ne jamais baisser les bras, même dans les situations qui peuvent paraître les plus périlleuses, et c'est ça qui nous permettra de rester une grande nation. Merci beaucoup, Amiral.